OK. Donc, ce qu'on constate, et ça c'est très important, c'est tout à l'heure, on avait un schéma qui démontrait qu'il y avait concentration de la richesse parmi les minorités, mais il y a aussi le schéma qui est présenté ici, montre quoi? Qu'il y a une diminution de la part salariale, OK? Dans l'ensemble de la richesse, c'est-à-dire que la part qui revient aux salariés, puis là, effectivement, ils ne font pas les distinctions qu'on pourrait faire, mais la part qui revenait aux salariés a baissé de plus en plus, et la part qui revenait aux revenus du capital a été de plus en plus considérable. Et là, c'est effectivement, et ça a été la conséquence de quoi? Parce que les pressions à la baisse sur les salaires, la généralisation de la précarité au travail, le renforcement du nombre de personnes qui travaillent à temps partiel, et une montée systématique, si on fait la somme du chômage dans les différents pays capitalistes avancés, d'un chômage de masse. Alors donc, on était dans une situation où la partie salariale était moins importante. Et là, on était face, et vraiment le modèle néolibéral a été face à une situation difficile. Pourquoi était-il face à une situation difficile? Parce que, d'une part, il faisait une compression du pouvoir d'achat, de la demande globale des gens, de leur possibilité d'acheter des marchandises. Et d'autre part, avec le développement de la productivité du travail et des technologies, il développait des surcapacités de production et donc, il produisait tellement et puis qu'il n'arrivait pas à vendre. Pourquoi n'arrivait-il pas à vendre? Puisqu'effectivement, le pouvoir d'achat n'était pas distribué à la hauteur de la production qui était faite. Alors, quelle a été la réponse du capital financier et qui a correspondu au processus de financiarisation? Ils ont développé systématiquement l'endettement. Je donnerai des chiffres, là, un chiffre rapide, là, sur le nombre de cartes de crédit, par exemple. Au Canada, il y a quelques années, il y avait à peu près 7 millions de cartes de crédit. Maintenant, il y a 96 millions de cartes de crédit. Ça veut dire plus que la population, plusieurs fois la population totale canadienne. Ils ont effectivement été très loin pour aller chercher la capacité d'achat dans un processus d'endettement. Il y a eu un effondrement du taux de l'épargne. Il y a eu une explosion de l'endettement, pas simplement de l'État, pas simplement des entreprises, mais de l'ensemble des individus. Et on était dans cette situation-là. Et ça a continué. Par exemple, lorsqu'on regarde la crise des surprimes, c'est qu'ils ont été jusqu'à passer à faire des prêts à des gens dont ils se doutaient très bien qu'ils n'arrivaient pas à se rembourser, mais ils pensaient effectivement par toutes sortes de processus financiers de titrisation pouvoir vendre ces prêts-là, s'en débarrasser avant effectivement que le remboursement puisse se manifester comme impossible. Alors, puis effectivement débouché sur une crise majeure au niveau financier. Okay. Et c'est la situation dans laquelle on se retrouve maintenant. C'est-à-dire, on est dans une situation maintenant, ce qui est arrivé face à cette situation-là, qu'a fait l'État? Vous savez, dans l'idéologie néolibérale, l'État ne devait pas intervenir. Puisque la main du marché était le meilleur régulateur possible de l'économie. Qu'il n'y avait rien de plus rationnel et de plus logique que le marché. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Non simplement ça n'a pas marché, mais ça a conduit à des situations de désastre majeur où des banques absolument importantes se sont effondrées les unes après les autres. Que fait le gouvernement? Le gouvernement commence à intervenir massivement pour sauver les banques. Ils interviennent massivement pour sauver les banques. Ils mettent de l'argent, ils nationalisent les banques. Pas pour toujours, pour une période courte, puis après ça, effectivement, ils demandent rien, effectivement. Ils font une nationalisation dans le sens qu'ils sauvent les banques par les argents investis, mais en laissant complètement le pouvoir à ceux qui ont provoqué le désastre économique. Donc, ils sont dans cette situation-là. Et puis, ils se sont endettés
pour sauver les banques, et le capital a commencé à spéculer sur les dettes dont ils étaient les principaux responsables, les principales responsables. Donc, on était dans une situation, effectivement, c'est une situation un peu folle, où c'est maintenant la banque, les dettes qui étaient des dettes des institutions privées sont devenues les dettes de l'État. Okay. Alors, je vais lire un petit peu plus attentivement ici, parce que je voulais aller assez vite quand même. Que conclure? Que conclure? Je suis à la page 7 déjà. Que conclure? OK? Maintenant, ils disent on est en crise financière, on est endetté, ça n'a pas un mot du bon sens. Pourquoi qu'on est endetté? Mais parce qu'on a trop dépensé. Et comme on a trop dépensé, tu vas passer vite. Tu disais que tu lisais, mais là, t'en rajoutes. T'as raison, merci beaucoup. Okay. Alors, l'oligarchie ne peut pas voir une politique déterminée. Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, ils vont assez loin. Si vous suivez la situation européenne, ils vont jusqu'à dire, mais là, on ne peut pas commencer, puis ils nous disent ça, nous autres aussi, là. On ne peut pas augmenter les impôts sur les entreprises, c'est pas sérieux. Si on vote ça, qu'est-ce que ça va vouloir dire au niveau de la capacité concurrentielle de ces entreprises-là? Et est-ce que vous voulez que les gens perdent leur emploi? Est-ce que c'est ça votre politique de gauche? Que les gens perdent leur emploi parce que vous mettez trop d'impôts sur les plus riches? Alors c'est beau ça, votre affaire. Et puis, effectivement, c'est intéressant, parce qu'on va voir que l'endettement a été planifié. C'est ça qui est assez intéressant, on verra. L'endettement a été planifié, puis on va voir comment ils sont passés 2 fois à la caisse. On va expliquer ça. L'endettement a été planifié, ils sont passés 2 fois à la caisse. Mais l'important pour eux autres, c'est de dire qu'effectivement, puis il y a tout un discours aussi mondialiste qui est un peu dangereux. Mais là, on ne peut pas rien faire. On est pris avec des agences de notation. On est pris avec au niveau de la mondialisation. Si effectivement, c'est impossible là, de se libérer de toutes les contraintes qui sont posées, etc. Hein? C'est vraiment, on n'a rien à décider dans le fond. Parce que sans ça, on va être décoté. Puis si on est décoté, on n'a plus d'argent. Puis si on n'a plus d'argent, on ne peut pas investir. Donc, on est vraiment dans une situation où vous seriez mieux de ne pas vous mêler de politique, dans le fond. De nous laisser faire. Puis ils placent l'argent à la tête de la France, à la tête de l'Italie, je veux dire. Ils placent un ancien de Goldman Sachs, qui est une grande banque. À la tête de la Grèce, ils placent un ancien de Goldman Sachs. Ils placent directement les grands dirigeants des banques directement à la tête des États. Donc, on assiste à une situation en même temps avec le modèle néolibéral dans sa forme actuelle. Non simplement à une crise économique majeure, non simplement une crise financière, non simplement une détérioration des conditions d'existence des gens, mais à une réduction des espaces démocratiques. Hein? Puis ici, la personne qui est le plus claire là-dessus, c'est bien sûr notre ami Harper. Hein? Qui, lui, effectivement, la réduction des espaces démocratiques, ils ne sont pas pour l'élargissement, ils ne seraient pas pour la proportionnelle, ils ne seraient pas pour que les gens puissent dire quelque chose. Ils rentrent dans une logique où il faut réduire, selon la logique de défense de ce système-là, il faut réduire l'espace démocratique. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et les gens s'en rendent compte. Et la classe politique dit, les gens n'ont pas confiance en nous. Ils ont perdu confiance. Je comprends. Ils agissent contre eux autres de façon systématique. Ils font des campagnes politiques, vous savez. Il faut remonter à 2 élections. C'était quoi la priorité de Charest aux élections? C'était la santé. Ils font des élections où ils sont keynésiens. Puis quand ils arrivent au pouvoir, ils sont néolibéraux.
ils sont pour la privatisation, ils sont pour les attaques contre les services sociaux. Alors, c'est le contexte mondial. Et le contexte mondial, bon, la situation européenne va faire que, bon, on dit, on va voir la crise en Italie, la récession en Italie va être plus importante. Ah oui, il risque effectivement d'avoir une nouvelle crise financière comme il y a eu en 2008. Ah oui, ça veut dire qu'effectivement, il y a des banques qui peuvent tomber. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent fermer. Ça veut dire qu'effectivement, le taux de chômage peut monter. Ça veut dire que le pouvoir d'achat qui était déjà attaqué est encore plus faible. Ça veut dire que la Chine va devoir diminuer ses exportations en direction de l'Europe, qui est les principaux pays qui avec le commerce chinois. Et ça veut dire effectivement que tous les investissements qui sont internationalisés, ça va avoir un impact majeur aussi sur le Canada. Et les gens commencent à dire, pas les économistes, les gens disent, mon Dieu, est-ce qu'on va rentrer dans une récession? Et bien sûr, on va rentrer dans une récession. La récession s'en vient et elle va être assez féroce à cause de la situation européenne qui va se rebondir sur la situation américaine qui n'est guère reluisante. OK? Ça, c'était le contexte international. C'est un peu important. Parce que c'est le contexte, on ne vit pas sur une île. Hein? On ne vit pas sur une île, on vit dans un système globalisé. Hein? On vit à l'heure de la globalisation de l'économie, alors c'est très important.